Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur le plateau de APE, Agir pour l'environnement. Aujourd'hui, on va aller tous ensemble essayer de découvrir la mangrove de Chirongui. Alors, Anne-Constance, bonjour. Bonjour Patrick. Pourquoi la mangrove de Chirongui ? Parce qu'elle bénéficie d'un vaste projet de requalification qui est en cours en ce moment, et la mangrove étant un écosystème fragile, c'est vraiment très important de pouvoir en parler et de sensibiliser les uns et les autres à sa préservation. Parce qu'il y a ce grand plan de sauvegarde ? Oui. Eh bien, c'est une bonne raison, Anne-Constance. On va en parler dans un instant, mais d'abord, le sommaire de l'émission. Dans ce nouveau numéro d'APE, aujourd'hui nous allons prendre le chemin de Chirongui pour en découvrir sa mangrove, une manière de voir la commune sous un autre angle et de voir que les pressions anthropiques sont réelles et la détruisent. On aura bien évidemment des invités avec Émilien Dautré, directeur de Gepomaï, et Bouana Saïd, directeur de l'association Mangrove Environnement, la fameuse association AME. Nous évoquerons avec nos invités le programme de requalification de cette mangrove et comment les professionnels travaillent et interagissent avec les usagers de la mangrove pour limiter les pressions. Dans ce nouvel épisode de Agir pour l'environnement, on va avoir sur ce plateau bien évidemment des invités, deux pour ne pas les compter. Émilien Dautré, que l'on connaît bien sur ce plateau, il est directeur de Gepomaï. Émilien, bonjour. Bonjour. On a Bouana Saïd, le directeur de l'association Mangrove Environnement. Bouana, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir tous les deux sur ce plateau. Mais d'abord, parce que c'est la coutume dans cette émission, on va commencer avec un reportage signé de Pierre Bellucci et de Daniel Dunon. Nous sommes partis à la découverte de ces agriculteurs pour qui un certain nombre de personnes tentent de les convaincre de ne pas endommager la mangrove en déplantant ou en mettant des ébus. Découvrez ce reportage signé donc Daniel Dunon et Pierre Bellucci. À Mayotte, la mangrove est considérée par beaucoup comme un lieu mystique où se réfugient les esprits. Elle revêt un caractère culturel et représente un écosystème clé dans la protection de l'environnement. Problème entre pressions anthropiques et phénomènes naturels tels que la subsidence, les mangroves de Mayotte auraient perdu près de 44 hectares de leur superficie au cours des 50 dernières années. 35 hectares perdus le seraient du fait de l'érosion, liée notamment à la déforestation. Très souvent, si on l'a coupée, la forêt, si on l'a détruite, c'est pour en faire quelque chose. Et donc pour en faire quelque chose, c'est soit des cultures, soit des prairies, mais aujourd'hui ça peut être aussi pour de l'urbanisation, de la bétonisation, parce qu'il y a des tas de projets en fait qui viennent, c'est le développement on va dire de la société finalement à Mayotte, qui comme ailleurs va prélever beaucoup d'espace. C'est un problème et aujourd'hui c'est peut-être un problème majeur en fait sur toute la bordure du littoral, donc tous ces secteurs en arrière des mangroves. Chirongui abrite la plus grande mangrove de l'île d'une superficie de 200 hectares. Les 7 espèces de palétuviers que l'on retrouve à Mayotte y sont présentes et outre la flore, une faune exceptionnelle niche également dans ces zones humides. On retrouve pas mal d'oiseaux en fait sur ces milieux, alors que sur le territoire à l'intérieur on n'en trouve plus beaucoup. Et sur tous les déplacements que je fais à Mayotte et dès que je parle un peu de ce que je fais, les gens me disent c'est vrai qu'avant on voyait beaucoup d'oiseaux et aujourd'hui on n'en voit plus trop. Et effectivement on les trouve plus trop en fait quand on se promène à Mayotte. Il faut vraiment aller sur les milieux qui sont un peu protégés et particulièrement sur les zones humides, donc les zones derrière mangrove parce qu'elles sont riches en espèces des oiseaux. En fait ils viennent se recueillir un peu ici parce qu'ils vont avoir un peu de tranquillité et ils ont une source de nourriture aussi. Afin de valoriser ces écosystèmes, un musée itinérant de la mangrove est sur le point de voir le jour à Chirongui. Il est financé à hauteur de 100 000 € par les fonds européens et le conseil départemental. Objectif proposé au public, des tronçons aménagés dans lesquels se mélangent randonnée, découverte de la mangrove et nouvelles technologies. Sur chaque panneau, il y a des QR codes qui peuvent permettre aux jeunes générations, par exemple, qui sont habituées au smartphone, d'avoir plus d'informations en étant chez eux. Il y a également une partie, sur chaque panneau, il y a 2-3 phrases qui seront traduites en kibushi et shimaoré, mais en écriture arabe, pour permettre, par exemple, aux personnes âgées qui sont plus habituées à cette écriture arabe et qui lisent cette écriture, de comprendre un peu également c'est quoi ce musée, c'est quoi la mangrove.
Plusieurs partenaires comme les naturalistes, le GEPOMAI, l'ONF, le Conservatoire du littoral à qui appartient les différents sites de l'écomusée ont participé au projet, notamment sur le volet des recherches scientifiques. Les panneaux ont été réalisés à partir de dessins d'enfants qui ont pris part à des ateliers. En effet, ce musée doit permettre de sensibiliser petits et grands sur l'intérêt de protéger cette richesse naturelle. On va travailler également avec toutes les associations environnementales de la commune qui œuvrent déjà qui font déjà plusieurs missions pour protéger ce lieu. Donc, à travers les associations, les livrets pédagogiques pour les scolaires, mais également des animations qu'on va mettre en place, va également permettre justement de protéger cet écosystème. Les travaux et l'implantation des panneaux ont déjà débuté. D'ici la fin de l'année 2020, les sentiers devraient aussi être matérialisés. À noter qu'en parallèle, un travail est réalisé à la lisière des mangroves avec les éleveurs afin de mettre en place des pratiques favorables à la biodiversité. Impressionnant ce sujet. Merci à nos deux reporters. On a Émilien Dautré avec nous sur ce plateau. On va en profiter. Quelle taille elle fait cette mangrove de Chirongui ? Donc elle est proche de 180 hectares. Ouais. C'est la plus grande mangrove de l'île. Eh oui. Pour donner une idée, elle va de Tsinkura dans le sud de la baie de Bouéni jusqu'à Poroani dans le nord. Et elle est grande au niveau surface et au niveau biodiversité également. Oui, on va en parler, la biodiversité, la faune, la flore. Déjà en termes d'espèces, en termes d'oiseaux, Oui. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors on trouve, ce qui est très intéressant, c'est qu'on trouve autant des espèces terrestres qu'on peut trouver aussi dans les forêts de l'île, comme des espèces endémiques, comme le suimanga par exemple. Ouais. Mais aussi on peut trouver des espèces plutôt marines, côtières, qui sont comme les limicoles, les hérons aussi, comme le héron crabier blanc. Et justement... Et ce sont des oiseaux endémiques ? Alors, le crabier est endémique de l'océan Indien. D'accord. Et il ne niche que dans 4 endroits au monde, le crabier blanc, et dont Mayotte. Et ouais. Il niche dans quelques mangroves de Mayotte, dont la mangrove de la baie de Bouéni. Incroyable. Ouais. Buena Saïd, évidemment, on y trouve des palétuviers, c'est le propre d'une mangrove. Il n'y a qu'une sorte de palétuvier ? Non, à Mayotte ici, il y a 7 espèces de palétuviers. Ouais. À ma connaissance, apparemment, ce que je connais aujourd'hui, il y a 13 espèces de palétuviers, je crois 15. Donc à Mayotte, on a les 7, on peut dire. Ouais. Donc, on peut dire on a vraiment la moitié des palétuviers qui poussent sur la planète poussent à Mayotte. Exactement. Incroyable, donc, c'est incroyable. Il y a d'autres arbres qui poussent ? Oui, donc, à l'arrière-mangrove, on peut trouver d'autres espèces d'arbres de forêt sèche. C'est tout un mélange des arbres qu'on peut trouver en arrière-mangrove, mais proprement parlant de mangrove, c'est que des palétuviers qu'on peut trouver dans la mangrove. Ouais. Alors on disait tout à l'heure que la biodiversité est très riche dans cette mangrove de Chirongui et d'autres mangroves ici à Mayotte. Oui. Pourquoi on dit qu'elle est riche ? En quoi elle est riche ? Il y a des trésors, il y a de l'or ? Moi, je peux dire... oui, pour moi, je peux dire qu'il y a des trésors aussi. Ah oui. Parce que pour nous, il faut s'estimer parce que la majorité ou la plupart des poissons, ils viennent se reproduire dans ces mangroves-là. Ils laissent le bébé pour bien grandir. Ce qu'on appelle, nous, on l'appelle une nurserie parce que toutes les espèces de poissons, que ce soit tortues, requins, toutes ces espèces-là, ils viennent, ils produisent là, ils laissent leur bébé là. Après, comme ça, les bébés sont bien protégés par les palétuviers, les racines, tout ça, contre les gros prédateurs. Une fois qu'ils sont grands, ils descendent au large, ce qui nous permet d'avoir pas mal de poissons en Mayotte et de différentes qualités en fait. Émilien, allez-y, continuez, allez-y. Il y a aussi, il y a aussi cet aspect de protection qui nous protège contre les tsunamis, contre les grosses vagues, les grosses houles qui viennent de la mer. Donc, elle fait aussi une barrière de protection on a besoin, surtout en ce moment-là, avec tout ce qui se passe à Mayotte. Ouais. Et aussi, elle fait aussi une protection, elle protège aussi le lagon contre tous les déchets qu'on jette en arrière, malheureusement. Elle sert de filtre. Voilà, exactement. Ouais. Mais avec ces déchets-là, elle meurt parce qu'elle s'étouffe, en fait. Là. Mais elle se sacrifie pour nous, voilà. Quelque part. Émilien, dans cette mangrove de Chirongui, l'écosystème est composé vous l'avez dit tout à l'heure, de plusieurs espèces, notamment des oiseaux. Il y a autre chose que les oiseaux ? Oui, il y a les poissons, une nurserie de poissons, il y a, on peut trouver de tout, des crabes, c'est vraiment une extrême biodiversité, biodiversité. Ouais. Beaucoup de crabes, qui sont les ingénieurs aussi de l'écosystème,
En quoi? Pourquoi? Ils creusent des trous, ils vont déplacer des graines ou quelque chose comme ça, oui. les replantent. Donc les crabes sont importants et sont une source aussi, bien entendu, de nourriture pour la population. Donc si la mangrove disparaît, il n'y a plus les poissons, il n'y a plus les crabes, plus tout ça. On a parlé des oiseaux, on a parlé des crabes, on a parlé des poissons, on a parlé des arbres, des palétuviers. Il y a Et les plantes. Il y a des insectes dans les arrière-mangroves Voilà. aussi. Ouais. Par exemple, donc on parle des mangroves et les arrière-mangroves sont très importantes aussi, puisque si elles disparaissent, elles sont vraiment en interaction, en lien avec la mangrove. Et dans certaines, donc il y a les érythrines, des forêts d'érythrines qui sont riches aussi en biodiversité, et des prairies. Et les prairies, même si on pense que ce n'est que de l'herbe, il y a de l'eau, il y a des insectes, et du coup ça attire pas mal d'oiseaux pour les nourrir. Et donc pareil, dans les prairies humides derrière mangrove, où il y a des ébus qui viennent se nourrir, eh bien, il y a aussi beaucoup de biodiversité. Il y a les plantes également. Les Oui, plantes, oui, il faut en exactement. parler. Oui. On a une grande diversité de plantes dans nos mangroves. Ah oui, ça, quand je parle de mangrove, je parle de la mangrove et de l'arrière-mangrove aussi, parce que c'est un écosystème, c'est un ensemble. Bien sûr. Donc, pour moi, c'est énorme la biodiversité des arbres qu'on peut trouver là-dedans, parce que je pense pas qu'aujourd'hui on connaît tout ce qu'il y a comme arbres dedans, en fait. Donc, il y a pas mal de travaux à faire, que ce soit scientifiques, de recherche, des trucs là-dedans. Donc, ça attire pas mal du monde extérieur aussi, la mangrove, parce que j'ai eu pas mal de visites venant d'extérieur pour faire des études, pour faire des trucs comme ça. Ah ben, oui. Donc, Justement, en ce moment, on travaille avec le conservatoire botanique de Mascarin dans certaines mangroves pour répertorier, pour compléter un peu les inventaires floristiques et faunistiques de certaines mangroves et pour faire un dossier de mise en arrêté de protection biotope de certaines mangroves pour vraiment les protéger. Et donc justement, là on est en train de voir s'il n'y a pas des nouvelles espèces qui n'ont jamais été répertoriées grâce au CBNM, et donc après les limiter ces zones pour pouvoir les protéger. Elle est en danger, cette mangrove, messieurs. ah oui, c'est là aujourd'hui. Là, c'est pas de la communication, on est dans le réel. Je suis tous les jours là. Même là, récemment, on a monté un projet on a créé une base de kayak, justement spéciale pour la visite de la mangrove. Mais là, avec les kayaks, on voit réellement ce qui se passe à l'intérieur. Parce que de l'extérieur, la mangrove de Chirongi, on a l'impression qu'elle est belle. Oui. Ouais. Mais quand on est à l'intérieur, quand on est en mer, on voit vraiment, c'est comme un cimetière de palétuviers qui tombe en fait. Et pourquoi Déjà, il y a le réchauffement climatique qui est énorme parce qu'elle a besoin entre 30 et 25 degrés la mangrove pour bien se porter. Il y a aussi cette pression humaine qui est là parce que voilà, ça s'agrandit, les gens construisent en arrière mangrove, ils rentrent carrément dans la mangrove pour construire. On a vu l'année dernière des constructions de mosquées à l'intérieur de la mangrove. Ouais. Donc il y a les déchets qui sont énormes parce que les palétuviers, bien sûr, ils respirent par les racines. Ça, ce qu'il ne faut pas oublier, ils respirent par les racines. Donc, tous ces déchets-là, ils vont les étouffer, ils vont étouffer les racines. Bien donc, sûr. du coup, ils sont vraiment un danger. On a perdu quelle superficie? On a une idée ou pas? Je peux te dire, en 2005, on disait qu'il y avait 200 hectares à la commune de Chirongi, je pense. Et là, aujourd'hui, comme il a dit, à peu près dans les environs de 180. Et moi, je dirais plus, parce que là, vous regardez les photos. Je dirais plus. Parce que franchement, moi je suis là tous les jours, c'est tous les jours que ça tombe. Tous les jours, on voit des palétuviers qui tombent, on voit la terre qui part. Donc, et ça se voit à l'œil nu. À l'œil nu, c'est 2 jours, tous les jours. En fait, tous les jours, il y a des palétuviers qui tombent. Donc, Messieurs, on va parler de la requalification de la mangrove de Chirongi, mais d'abord, est-ce que c'est une légende ou pas? Vous allez nous dire si c'est vrai ou faux, que planter des palétuviers, ça fonctionne pas vraiment. Et pourtant, on l'a fait. Je l'ai même fait à l'occasion avec certaines associations, aller planter des palétuviers. Et là, certains nous disent que ça marche pas. Et avec certaines études, on a démontré qu'il y a des palétuviers, il y a des zones où ça peut pas marcher, mais il y a des zones où ça marche. C'est pas que ça marche pas à 100%, il y a des zones où quand on va planter, soit il y a un risque des vagues qui vont pousser, soit c'est pas le même palétuvier qu'il faut planter là, parce que ça aussi il faut connaître. Chaque palétuvier, normalement la mangrove elle est constituée les palétuviers, il y en a un qui est en avant, il y en a qui sont au milieu, il y en a qui sont en arrière. Donc il faut savoir ce système-là pour les planter.
Et même si on ne peut pas planter, mais il y a un système de protection qu'on peut faire. Il y a des barrages, il y a des brise-vagues, il y a tout un système de protection qu'on peut mener à ces milieux-là. Et comment nous, citoyens lambda, on peut contribuer, aider à protéger, à densifier cette mangrove ? Justement, c'est en commençant par là d'essayer de ne pas, c'est pas essayer, c'est d'arrêter de jeter les déchets. Ça, c'est la première chose. Et il y a un travail pour la population, il y a aussi un travail pour la politique. Parce que là, aujourd'hui, il faut il y a toute cette sensibilisation qui a été faite depuis des années, à sensibiliser, à ne pas jeter, à ne pas faire tout ça. Aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais il y a les sanctions qu'il faut prendre par derrière parce que nous, malgré que toi, Patrick, vous avez la volonté de faire quelque chose, mais quand vous le faites, il y a quelqu'un qui va passer derrière pour détruire ce que vous avez fait. Donc, tous les jours, on est là, tous les jours, on fait des actions. Franchement, moi, l'association, on a mis du monde pour travailler dedans, de nettoyage tous les jours. Malheureusement, on a eu des déchets qui ont fait plus de 7 mois. Malgré que j'ai couru que ce soit dans les institutions, mairies, ici, des ventes, tous ces trucs-là qui viennent ramasser, mais ça a duré 7 mois. Du coup, il y en a qui sont repartis. Donc, quand on voit tout ce travail qu'on fait, on a envie de se décourager à des moments. Parce que, alors qu'il faut tenir. Voilà, on tient parce que, comme tu dis, il faut tenir, mais malheureusement, on parle beaucoup de tourisme, mais on ne regarde pas ce qu'il y a besoin de tourisme. Et il faut savoir que les déchets viennent des villages aussi, avec l'eau et tout. Donc, avec l'eau, il y a les ruisseaux. Il faut continuer à faire le tri. Il y a l'assainissement. L'assainissement, ne pas jeter les déchets. Et donc il y a un lien avec la surpopulation alors de Mayotte. Exactement. Je sais, c'est un sujet compliqué. On n'abordera pas ici. Expliquez-moi de manière claire, avec des mots simples, c'est quoi la requalification de la mangrove, le projet de requalification? Ça veut dire quoi? Parce que si je peux juste dire à ma connaissance, je pense que je peux parler des anciens élus qui étaient là à la mairie de Chirongui, il y avait un projet de musée de la mangrove qui était là. Il y avait un musée de mangrove, donc il y avait tout un projet là-dessus avec des aménagements, mais là, avec aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui avec les municipalités, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si est-ce que le projet a été pris ou est-ce qu'il y a un projet là-dessus. Apparemment, j'entends qu'on nous pose les questions, nous les habitants aux alentours, si on voudra déménager parce qu'ils veulent tout reprendre l'arrière mangrove pour aménager. En lien avec le parc marin en mer, il y a la volonté de faire revenir des dauphins dans la zone. Vous pouvez nous en dire plus ? Ce lien de faire revenir des dauphins, je ne connais pas trop plus, mais avec le parc marin, on a travaillé ensemble sur un projet de suspension de pêche, qu'on avait suspendu la pêche pendant la saison de pluie. Justement, il y avait les dauphins qui étaient revenus dans la mangrove, on voyait les dauphins, donc. Je sais que les parcs marins, ils sont fortement engagés dans ce domaine-là, mais c'est vrai que je ne sais pas trop sur ce projet de faire revenir. On aura l'occasion d'y revenir dans APE avec d'autres intervenants plus précis sur ce sujet. Les expérimentations dans la mangrove, il y en a, et ça, Dieu sait qu'elles sont importantes. L'association AME, bien évidemment, est partenaire de ce projet. Quelles sont vos actions sur le terrain, sur la mangrove ? Nos actions sur le terrain, c'est comme je vous ai dit, là on a fait le projet d'une base de kayak pour la visite de la mangrove, pour la sensibilisation. Donc là-dessus on a formé 7 jeunes Mahorais moniteurs kayak, justement pour pouvoir faire avec un guide moniteur kayak parce qu'ils sont formés sur la mangrove et moniteur kayak aussi, donc pour pouvoir mener du monde en toute sécurité pour sensibiliser. On a aussi un projet de replantation en même temps de sécurisation de la mangrove qui à ce moment le projet il est en cours de montage en partenariat avec l'UCN. Donc on va essayer les endroits où on peut replanter, des endroits où on peut faire des brise-vagues pour justement protéger. Et là, j'espère d'ici la semaine prochaine, on va mettre une formation justement avec les agriculteurs, justement, information d'apiculture de la mangrove, pour moi, justement, essayer de voir s'il ne peut pas baisser l'élevage. Emilien Gépomaille participe également à vos projets. Alors nous, on participe dans la mangrove et dans l'arrière-mangrove. Dans la mangrove, nous, c'est surtout, on fait de la lutte contre les rats. Dans certaines mangroves de Mayotte et avec des pièges mécaniques.
qui permet, parce qu'on parlait de déchets tout à l'heure, le fait qu'il y ait beaucoup de déchets augmente la population de rats, qui est une espèce qui va prédater de nombreuses espèces, dont les oiseaux et leurs œufs. Et donc là, on fait des expérimentations de lutte contre les rats pour voir si ça a un impact positif sur les populations d'oiseaux. Pas de résultat pour l'instant. Pour le moment, on est en train d'analyser les premiers résultats, de les comparer à des endroits où on ne lutte pas contre les rats. Et dans l'arrière-mangrove, surtout dans les prairies humides, là, on vient de faire en août, en collaboration avec l'association Mlezi Maoré et l'association Jardin, la restauration de prairies humides. Donc il faut savoir que par exemple dans la prairie humide de Malamani, il y avait énormément d'espèces exotiques envahissantes, des espèces végétales, qui étouffaient toutes les autres espèces végétales et qui faisaient que la biodiversité animale et végétale diminuait petit à petit au cours du temps. Et ce qui faisait que donc on a, grâce à toutes ces associations, l'association de Mlezi Maoré, on a avec des chantiers de réinsertion, on a enlevé toutes les espèces exotiques envahissantes et là on voit les premiers résultats après 15 jours que des espèces reviennent naturellement. Et donc la prochaine étape, c'est de travailler avec les éleveurs. C'est des espaces publics, donc il va y avoir ce qui s'appelle des baux ruraux environnementaux. Les éleveurs auront le droit d'aller sur des terrains publics et ils vont signer avec le propriétaire un bail qui les autorise à rester à laisser leurs ébus sur les prairies humides, qui va leur permettre de garder ce terrain favorable à la biodiversité. D'accord. Donc les personnes, les propriétaires accepteront que les ébus soient là, mais en contrepartie, l'éleveur devra éviter le surpâturage. Donc pas beaucoup de zébus au mètre carré, mais éviter aussi le sous-pâturage, histoire que l'espace ne se referme pas. Et donc voilà, donc ça on est sur un gros projet qui fonctionne avec de nombreux acteurs et on est content des premiers résultats. Buena, pour conclure, on le voit à Madagascar, on l'a vu au Comores, mais ça existe aussi à Mayotte, de moins en moins certes, mais ça existe aussi à Mayotte. Certaines personnes arrachent la mangrove pour en faire soit du charbon ou autre chose. Comment on peut arriver à convaincre ces gens d'arrêter d'arracher cette mangrove ? C'est quoi la solution ? Pour moi, la solution aujourd'hui vient toujours... on a besoin il faut qu'il y ait une présence dans ces milieux. Il faut qu'il y ait une présence, soit police de l'environnement, soit un agent pour faire... parce qu'on ne peut pas arrêter... On ne peut pas arrêter cette problématique-là si on attaque vraiment dans le fond, dans le sens où moi-même j'ai essayé plusieurs fois en tant que bénévole, mais en tant que bénévole, à un moment donné, on n'y arrive plus. On n'y arrive plus. Donc, ce problématique, il est certes à Mayotte, malheureusement, heureusement, il est moins qu'ailleurs parce que les gens, en fait, ils ont le contact maoré et la mangrove. Il y a toute une histoire dedans qui fait que c'est moins fréquenté par rapport à l'extérieur. Donc, du coup, on a cette chance-là, mais qui commence à disparaître. Les gens commencent à prendre un peu, à se rassurer. Ils vont, malheureusement, ils vont couper les œufs. Donc, du coup... Pour ce qui est de l'arrière-mangrove, je peux rajouter quelque chose. C'est justement, ils protègent beaucoup plus il y a beaucoup d'aspects culturels sur la mangrove, mais l'arrière-mangrove, si elle disparaît, il va y avoir un impact sur la mangrove. Et donc, justement, il faut travailler avec les agriculteurs on ne veut pas arrêter l'agriculture, par exemple, qui est une menace aussi, mais trouver d'autres endroits pour cultiver certaines cultures. Quelques chiffres avec Anne-Constance. Combien d'espèces d'oiseaux vivent et nichent dans les mangroves mahoraises ? Est-ce qu'on a un chiffre ? Alors, 35 espèces d'oiseaux ont été recensées dans les mangroves de Mayotte. Ça ne veut pas dire qu'elles y sont toutes nicheuses, mais en tout cas qu'elles y vivent au moins une partie de la journée. Voilà. Est-ce que on connaît les espèces endémiques de Mayotte qu'on trouve à Chirongui ? Alors, 2 des 3 espèces endémiques de Mayotte sont présentes à Chirongui. C'est le suimanga, on en parlait tout à l'heure, et le drongo. Combien le monde a-t-il perdu de mangroves ces dernières années ? Alors, on estime que depuis les années 80, on a perdu 3,6 millions d'hectares de mangroves. Oh là là. Ce qui représente à peu près 20% de sa superficie. Et le plus inquiétant, c'est les chiffres de nos voisins malgaches qui ont mis 18 ans pour perdre 20% de la superficie de leurs mangroves. Alors on pourrait se dire c'est à côté, c'est pas chez nous. Sauf que ça a forcément un impact sur le réchauffement climatique et ça a des conséquences chez nous. Merci mille fois, merci Emilien, merci Buena Saïd d'être venu sur ce plateau. Merci pour l'invitation. C'est un peu compliqué de parler de tout ça parce qu'on aimerait avoir plus de temps pour aller plus en profondeur sur certains sujets, pas en douter. Bientôt, on aura une émission qui durera plus longtemps. En tout cas, on l'espère. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Ça sera pour un nouvel APE. Agir pour l'environnement au quotidien, c'est possible. En tout cas, moi,
J'y crois. Ciao, à la semaine prochaine.